De rappel côté Acté 2 et la dynamique autour d'Acté Plus pour vous donner tous les éléments à date, même si effectivement il y a encore beaucoup de choses qui sont en construction. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Une heure, une grosse demi-heure de présentation, une grosse demi-heure d'échange. C'est vous qui montrez le timing au bon moment pour vous donner tous les éléments qu'on a mis à date et partagés. Alors, je vous partage du coup mon écran. Est-ce que vous le voyez bien en plein écran? Tout est bon pour vous? C'est bon. Super, merci beaucoup. Quoi de neuf chez Acté? Pas mal de choses, justement, vous vous en doutez. J'espère que tout le monde, toutes et tous, vous êtes inscrits à la newsletter qui nous permet effectivement de partager toutes ces informations presque en temps réel. J'en rappellerai quelques-unes, du coup, dans le cadre de ce webinaire-là. Mais vous avez évidemment en tête qu'il y a beaucoup de choses sur le centre de ressources et dans nos communications. Je laisserai à Syrah ou à un membre de l'équipe vous renvoyer le lien d'inscription dans le chat vers notre newsletter pour avoir tous les éléments. Un mot de bilan très rapide, donc vraiment c'est juste un slide pour rappeler qu'effectivement Acté 1, Acté 2, c'est un bon bilan déjà à date. Deux chiffres peut-être à retenir, on est à peu près à 20 000 communes qui sont concernées par une aide ou un accompagnement Acté. Et aussi et surtout, et c'est ça un point qui est extrêmement important, c'est le taux de passage à l'acte. Les taux de passage à l'acte qui existaient sur des programmes autres que Acté avant qu'on arrive étaient à peu près aux alentours de 10%. Là, on a réussi à tripler ce taux de passage à l'acte, donc bravo à tout le monde qui portait ces projets-là au niveau local. On l'a triplé en juillet dernier. C'est possible qu'on soit plutôt à 40% aujourd'hui grâce ou à cause, c'est un débat, de la crise énergétique. Donc, ça continue à aller dans le bon sens. Et ça, c'est effectivement un succès assez important porté par les territoires. Donc, bravo à toutes et à tous. Et puis, effectivement, ce qu'on continue à faire au niveau du national, en plus d'accompagner vos projets locaux sur l'aspect financier, sur l'aspect technique de conseil, on continue aussi à produire un certain nombre de ressources. Et j'y reviendrai juste pour vous les rappeler pour ceux qui ne les auraient pas vus passer. Pour rappel aussi ce qu'est le programme Acté, on a effectivement toujours deux éléments sur lesquels on s'appuie. Une partie vraiment financière, 90% des fonds Acté qui revont directement auprès des collectivités avec les appels à projets et ce programme. Et puis 10% qui nous permettent justement notamment d'encadrer la distribution, l'équilibre, le suivi de ces fonds-là, mais aussi et surtout effectivement la création de ressources partagées avec des kits, des cahiers des charges et des outils en tant que tels. Vous connaissez les appels à projets avec des axes de financement qui recoupent les ressources humaines et notamment les économes de flux que je devine nombreux. Et bon, j'avais déjà eu l'occasion de les voir dans la plénière, la e-plénière des économes de flux il y a un petit mois avec Hortense notamment et l'ensemble de l'équipe. Des outils de suivi, de métrologie, de connaissance du patrimoine, des études techniques, des audits, des schémas directeurs immobiliers énergie et des dynamiques qui permettent de mieux connaître son bâtiment et son patrimoine de manière plus large. Une aide au niveau de la maîtrise d'œuvre qui est présente. On a également évidemment autour d'autres outils financiers les sous-programmes Acté qui sont aujourd'hui un nombre de 6. C'est intéressant de vous les présenter aujourd'hui puisque vous allez voir que dans Acté+, on va pas tout réinventer, on va s'appuyer sur ce qu'on a déjà créé. Un sur l'éclairage public qui tourne beaucoup en ce moment. Un sur les schémas directeurs immobiliers énergie, schéma Acté, un sur les piscines, Acto en l'occurrence, un sur Étrier, un consacré aux petites communes rurales, isolées, donc qui n'ont pas de syndicat d'énergie, d'ALEC, d'Interco, pour les accompagner, Étrier, et deux démarches, une sur la partie sobriété, Club École, accompagner la formation des personnels, des écoles, des enseignants, des ATSEM dans les écoles pour favoriser les économies d'énergie de 10 à 15%. Ça ressemble beaucoup à ce qui avait été fait par l'IFPEV et le CEREMA, parce qu'on travaille en partenariat avec eux pour les collèges et les lycées. Et le dernier, F-Acté, et je pense que si Adam est connecté ou un de ses collègues, on peut vous renvoyer dans le chat également le lien d'inscription pour le webinaire de présentation de la démarche F-Act, du coup, qui se mettra en place avec le webinaire de mardi prochain, si je ne m'abuse, et qui permettra de présenter pas mal d'éléments sur comment est-ce qu'on pourra accéder à ces nouvelles aides, dernier volet d'aide au niveau du programme Acté en tant que tel. Évidemment, Acté, ça se déploie aussi au niveau territorial. Vous êtes un certain nombre à nous avoir accueillis, avoir pris le temps d'échanger autour de ce qu'on appelle notamment les Acté Tours, les comités régionaux, d'avoir fait un tour de France pour partager le plus localement possible et le plus proche possible des territoires les dynamiques de ce qui est porté dans le cadre du programme Acté, ce que vous avez en termes de projet, de réalisation et de manière plus large aussi avec toutes les parties prenantes d'un territoire. C'est un peu le sens des comités régionaux et c'est la manière de partage qu'on a mis en place avec les Acté Tours des événements locaux pour mettre tout ça en avant.
peut-être attirer votre attention sur 4 outils aujourd'hui, donc les 3 documentaires que j'ai présentés juste avant, et puis un outil aussi qui est intéressant parce que ça permet à la fois de connaître les collègues ou sur un territoire régional notamment qui sont impliqués sur une aide actée ou qui l'ont été avec du acté 1 notamment, et puis effectivement de préfigurer potentiellement des alliances, des dynamiques de territoires transverses dans les futures candidatures auprès d'Acté+. Donc, vous avez une carte en libre accès. Là aussi, je laisserai mes collègues indiquer dans le chat le lien vers cette cartographie pour la retrouver très facilement. Elle est assez bien identifiée, qui vous permet du coup, en zoomant, en scrollant, en cliquant, d'avoir toutes les informations sur quelle collectivité est lauréate de quel appel à projet, et puis effectivement, avec un certain nombre d'indications autour des coûts financiers, autour du nombre d'économes de flux, autour effectivement des partenaires, bâtiments, périodes, dynamiques des différents projets, pour mettre tout ça en avant. Alors on fait une partie présentation, puis je prendrai toutes vos questions après, évidemment, n'hésitez pas à rebondir ensuite. Dernier point, pour parler d'Acté 2, qui est toujours en cours jusqu'au 31 décembre 2023. On attend toujours un certain nombre de dynamiques au niveau des réalisations. Vous en portez beaucoup pour la plupart d'entre vous, pour faire un focus sur 3 publications. La première publication dont je voulais vous parler, c'est Perfacté. Perfacté, qu'est-ce que c'est? C'est un projet partenarial qui a été mené avec Loan en chef de projet, notamment en partenariat avec la FFIE, le CERS, la SBA, le GIMELEC, etc., qui permet d'avoir une bibliothèque en ligne d'une 50aine de fiches qui permettent d'avoir l'état des lieux, notamment lorsqu'on commence en premier niveau sur ce sujet-là. C'est un outil vraiment d'accès premier niveau sur un certain nombre de thématiques autour de l'optimisation des bâtiments, de la rénovation, de la manière effectivement d'agir pour la performance énergétique des bâtiments. Donc là aussi, c'est en ligne, en accès libre, donc depuis notre site de ressources ou directement depuis l'hyperlien que vous avez là. Évidemment, vous aurez accès à la présentation à la suite du webinaire, en plus de son enregistrement, le cas échéant. Deuxième outil, le closier CPE. Un fichier .zip qui contient un certain nombre de documents visant à faciliter le déploiement de ce type d'outils contractuels qui permet d'engager sous une approche performantielle des économies d'énergie avec un titulaire de ce type de marché-là, donc marché global de performance énergétique. C'est un travail assez important qu'on a mené avec toute la filière, les professionnels, les publics côté collectivité et publics côté effectivement État et agences d'État. Donc ça nous a mis 1 an et demi quand même de négociations, de discussions pour aboutir à des documents assez aisés à prendre en main, le CCAG, CCAP et 2 types de modèles d'avis d'appel public à concurrence et règlement de consultation qui vous permet de vous concentrer en partant d'un copier-coller, même s'il y a quelques choix à faire, il y a quelques points de vigilance. On fera un webinaire dédié à ce sujet-là en janvier, qui vous permet de vous concentrer sur la rédaction du CCTP. Donc, globalement, on a fait le CCAG en particulier, le dictionnaire. Donc, vous avez toutes les significations de tous les mots qui sont dedans, approuvés par la filière, et on est assez carré sur ce qui a pu être mis dedans. À vous maintenant d'écrire votre CCTP, donc votre roulement, le cas échéant en vous référant à des thèmes du dictionnaire, vérifier que les définitions sont bonnes, ce que ça recouvre en termes d'encadrement. Effectivement, tout comme le dictionnaire, il faut qu'on l'ait quelque part, que ce soit en ligne ou sur une étagère sur le bureau. En revanche, on n'a pas besoin de le consulter en permanence non plus, mais on sait s'y référer le cas échéant. Le guide d'accompagnement à ces documents administratifs et juridiques, CCAG, CCAP et modèle d'appel à concurrence et règlement de consultation, permet de donner de l'explication sur ce qu'est un CPE et surtout d'intégrer un certain nombre de points de vigilance, d'optimisation, de discussion sur le P1 par exemple, sur la question du type de pénalité, sur la question du type de temps de contractualisation sur le CPE, permettant de réfléchir et d'optimiser un petit peu ce que vous allez pouvoir passer en termes de marché. Troisième outil, une publication. Il y en a plein maintenant, donc ça c'est super. Effectivement, la question de la sobriété, on avait été dans les premiers à la sortir, celle-là. La sobriété, comment est-ce qu'on agit pour gagner 10-15% de points d'économie d'énergie en court terme avec un investissement réduit, un impact immédiat, eu égard à la situation assez tendue qu'on a aujourd'hui sur la partie hivernale, et on l'aura encore, cette situation-là, l'année prochaine. Éco-geste évidemment, action sur l'éclairage, extérieur-intérieur, température de fonctionnement qui est centrale, rotation dans la présence des agents, optimisation de l'intermittence, pour le dire autrement. Pareil sur les plages de fonctionnement, vérifier les réglages de ces GTC, de ces centrales automatiques de traitement d'air par rapport aux présences qui sont mises en place. Et puis, bien faire le tour sur les contrats, les circuits courts énergétiques, l'approche ENR,
l'approche globale qui veut qu'il est intéressant d'optimiser un bâtiment, pas uniquement au moment de sa construction, mais bien dans son exploitation. La répartition des coûts, c'est 25% sur la construction, 75% sur la durée de vie du bâtiment. Donc, vous avez pas mal d'autres fiches qui existent à ce niveau-là, à la fois par l'ADEME, qui sont assez complètes, complémentaires de ce qu'on a pu mettre, d'autres associations, l'AMF, la FNCCR évidemment aussi, qui ont lancé ces éléments-là, qui permettent à chacun de présenter un plan d'action d'économie d'énergie de sobriété pour passer l'hiver et gagner ces fameux 10-15 points, tout en, c'est ça qui est intéressant, l'inscrivant dans une démarche d'efficacité énergétique, de rénovation plus globale. Un dernier point que je voulais souligner dans cette plénière avant de vous parler d'Acté+, concerne la dynamique autour du réseau national des économes de flux qui vit au niveau local et qui s'élargit avec d'autres acteurs. C'est l'une des exclusivités de ce webinaire-là. Aujourd'hui, on est à près de 400 postes qui sont financés par la dynamique Acté au niveau des territoires, à peu près les 2/3 qui sont recrutés. On n'ignore pas évidemment les complexités de recrutement face à un marché du travail assez intense à ce niveau-là, qui permet, lorsqu'on est économe de flux, d'avoir accès à un certain nombre d'outils, des GT notamment, j'y reviendrai, des formations gratuites et des échanges réguliers, événements, que ce soit à travers les GT, les rencontres régionales, les rencontres nationales, les Acté Tours aussi en plus à ce niveau-là. Et c'est au niveau des GT que se construit pas mal de doctrines, de documents types, d'éléments qui sont après directement mis sur notre site-là, ce qui a un côté participatif assez fort. 4 GT, un sur le financement, pas mal axé sur les C2E, les aides financières disponibles, un sur le juridique, travailler notamment avec l'approche groupement de commandes, un sur la communication, les fiches pratiques de sensibilisation des différents usagers, d'optimisation des actions qu'on peut porter, et enfin un sur l'approche technique, Opérate, que vous voyez apparaître presque en grand sur votre écran qui vous saute aux yeux. C'est bien normal puisque c'est l'actualité, de manière à savoir comment on remplit Opéra, est-ce qu'il y a des stratégies d'optimisation, de paramétrage, de ce qu'on va intégrer en termes après de choix des différentes valeurs absolues, valeurs relatives, dynamiques concrètes sur le terrain, pour avoir les projets les plus adéquats par rapport à l'outil tel qu'il est conçu aujourd'hui, par rapport aussi, et surtout, et c'est ça qui est important, à la stratégie que vous voulez mettre en place au niveau des territoires. La nouveauté dans ces réseaux-là, c'est que historiquement, on travaillait avec l'ADEME, du coup, depuis presque 3 ans maintenant avec Acté 1, avec Acté 2, d'abord pour mieux se connaître, ensuite pour voir comment est-ce qu'on fait le lien entre CEP et économe de flux. Comme vous faites très bien au niveau local, on se met en ordre de marche au niveau national également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé, ouvert ces réflexions plus globales avec 2 autres réseaux, l'AMU pour le côté université et l'ENAP pour le domaine de la santé et du sanitaire. Et ça aboutit à 3 travaux assez importants. D'une part, une journée commune des réseaux, comme celle qu'on avait fait avec l'ADEME. Vous voyez qu'on a une photo assez sympathique. On voit une partie des participants, une partie seulement, parce qu'en fait, ça déborde un petit peu du cadre du photographe, de manière à faire 1 jour et demi de travaux communs sur des GT, sur des formations, sur des moments d'échange assez intéressants, avec un moment de convivialité entre les 2 jours. Un GT de communication, donc sur ce qu'on doit mener en termes de plateforme commune, de charte commune, de visibilité en tant que telle. Et puis, un sujet extrêmement important, j'y reviendrai, qui est le sujet de la formation continue notamment, mais formation initiale également, ce sera l'un des défis sur Acté+. Dernier mot, avant de parler d'Acté+, en l'occurrence, un rappel important sur la question du respect de la charte du réseau des économes de flux. Effectivement, ce qu'on vous fournit côté Acté, c'est à la fois du financement qui permettent de porter les actions, de porter des postes, également des outils pour permettre de continuer ce passage à l'action, les cahiers des charges, les guides, les MOOC, les formations qui sont mis à disposition de tout le monde. En retour, on demande 2 éléments. Un élément que sont des données, des remontées d'informations pour s'assurer que les projets sont bien faits, évidemment, ce que nous demande notre copile, mais également après, nous, pour concaténer, pour faire des travaux de rendu assez intéressants qui serviront tout le monde. C'est Mortala, notamment chez nous, qui s'occupe de ça, avec Emmanuel et l'ensemble, évidemment, l'équipe des chargés de mission. Le deuxième élément qu'on vous demande, c'est la visibilité du programme, qui se traduit notamment via ce logo économe de flux, inséré dans une charte que chaque économe de flux signe pour avoir accès à toutes les ressources du programme. On a un moment qui est très particulier. On va annoncer du Acté+, donc avec une enveloppe assez importante, avec une dynamique encore plus forte, et on construit aussi sur du long terme cet accompagnement Acté qui a prouvé sa réalisation efficace. Mais pour qu'on ait à chaque fois la validation, nous, de notre bailleur de fonds, d'une certaine manière, qui est le ministère dans son acception la plus large, et la ministre plus particulièrement, il faut que cette dynamique elle soit visible aussi au niveau local. Sinon, effectivement,
pour reprendre les propos du cabinet d'un ministre où j'avais fait un tour il y a quelques jours encore, Acté n'est pas qu'un carnet de chèques. On demande également le retour en termes de visibilité. Et cette visibilité, elle doit s'exprimer pas uniquement lorsqu'il y a des grandes visites ministérielles qui sont organisées. On fait en sorte d'inciter la ministre à aller voir les bonnes réalisations Acté, mais également lorsqu'il y a des échanges avec les DDT, avec les DREAL, avec l'ensemble des acteurs locaux qui, lorsqu'ils voient des travaux réalisés ou des postes réalisés, ont besoin de tracer immédiatement sur cette visibilité Acté pour permettre de remonter au national en disant oui, Acté, ça fonctionne bien, c'est du concret, ça fait avancer les choses. Et effectivement, je l'ai bien vu, il y a bien le logo qui est présent, qui entraîne derrière la visibilité du ministère. À partir de janvier, on passera sur une approche un petit peu plus stricte dans le respect de cet affichage de logo-là. Encore une fois, l'idée n'est pas d'écraser, de remplacer des réseaux qui préexistaient, surtout si vous avez construit une notoriété sur une marque, ça va de soi. C'est plus d'ajouter une visibilité qui soit complémentaire dans l'affichage, notamment avec le logo économe de flux. Effectivement, à partir de janvier, on sera un peu plus strict dans le sens où si on aperçoit, on a des remontées des DREAL, des DDT notamment et d'autres acteurs côté collectivité du fait qu'il y a des postes qui ont été financés qui ne mettent pas en avant cette appartenance au réseau économe de flux tout en bénéficiant et du financement et des outils. On sera dans l'obligation, et c'est une demande de notre copil, de coupler effectivement l'accès aux différentes ressources. Et puis aussi et surtout, ça aura un impact très clair, et ça c'est une demande très stricte de notre copil, sur l'attribution future des financements Acté+. J'en parlerai après quand je parlerai de chaîne. On regardera ce qui a été fait, évidemment, de manière concrète, de manière à ne pas donner de l'argent dans des puissants fonds, ça va de soi, mais heureusement, tous nos lauréats sont en bonne dynamique, mais aussi et surtout à s'assurer que la visibilité du programme, elle est importante. Et vous voyez que l'équation gagnante, c'est ça. C'est un programme dynamique au national, grâce à la dynamique du local, et le local est dynamique parce que le national est dynamique. C'est vraiment l'équation magique, disons, du fonctionnement d'Acté. On est très attaché à cette approche nationale qu'on porte et cette approche locale que vous portez au niveau des territoires, d'où l'importance d'assurer une bonne visibilité. Acté 2, même si je vais vous parler d'Acté+, reste actif, notamment avec ses sous-programmes, donc l'UMACT, Acto pour les piscines et Étrier au niveau des communes rurales et aussi et surtout FACT au niveau de l'effacement. Mais on a des choses intéressantes à vous annoncer au niveau d'Acté+, qui ont donc l'ex-Acté 3 dans sa dénomination. Le ministère a souhaité montrer une nouvelle dynamique et on a fait en sorte, même si on montre une nouvelle dynamique, de ne pas tout retravailler, rechanger, mettre à plat toutes les bonnes pratiques, les bons outils qui avaient été développés sur Acté. Pour autant, on va faire en sorte de simplifier, d'optimiser, de donner une meilleure visibilité. Donc, on ne réinvente pas tout, on s'appuie sur ce qui marche, des appels à projets, des sous-programmes, le centre de ressources. Donc, on regarde vraiment notre ADN à ce niveau-là. On simplifie les dispositifs, notamment sur les appels à projets, plutôt que d'avoir plusieurs appels à projets sectoriels, on en aura un assez global, type Sequoia 3 pour ceux qui ont Sequoia 3 pour ceux qui ont effectivement déjà candidaté dans vraiment tout type de bâtiment public. Et enfin, on fait en sorte de donner une meilleure visibilité, planification des aides Acté en vous donnant l'accès au cahier des charges en amont dès le début du programme, qui sera à peu près stable sur la totalité du programme, et surtout une planification des différents appels à projets. Ce qui change ou pas? Ce qui ne change pas, ce qui se renforce, c'est vraiment de continuer l'agilité qu'on a déployée jusqu'à présent dans la tenue, le lien avec les différents lauréats au niveau effectivement des appels à projets, de l'approche long terme, de la mutualisation, même s'il y a quelques évolutions en ce sens. Les sous-programmes, de la même manière, les ARP qui restent nos outils phares à ce niveau-là. Centre de ressources, cellules d'appui qui restent des points centraux pour avoir de l'information, que ce soit en contact direct ou que ce soit effectivement via notre site internet et tous les documents qui sont à disposition. L'animation régionale qui va se renforcer et effectivement, on va simplifier dans ce qui change, c'est-à-dire qu'est-ce qui est simplifié. On enrichit la démarche sobriété, on simplifie l'accès et la visibilité de notre appel à projet et la démarche au niveau des territoires ruraux. Donc, c'est là où je vous le dévoile aussi en exclusivité. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la rencontre des économes de flux. Là, c'est vraiment l'ouverture globale. On aura un seul type d'appel à projet qui s'appellera chaîne. Du coup, on reste sur la dynamique des noms d'arbres. Un arbre assez emblématique qu'on trouve dans toutes les régions de France avec une visibilité long terme de croissance, d'insertion dans son territoire assez claire et intéressante à porter par rapport à tous les symboles qu'a le chêne. Et une démarche, donc là on sera vraiment appel à projet, une démarche guichet pour les communes rurales isolées notamment ou celles qui ont des petits patrimoines, je vous les illustrerai juste après. Donc l'ex-démarche étrier qui deviendra une démarche genêt du coup, donc on concentre sur une approche effectivement toujours arboricole au sens large du terme, même si le genêt n'est pas forcément un arbre en tant que tel.
2 axes de priorité de travail importantes sur Acté+, d'un point de vue intellectuel, avec tout ce qu'on va faire sur le centre de ressources. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le développement de la formation initiale et continue, la question de l'employabilité des économes de flux et de l'ensemble des facilitateurs de la rénovation énergétique. Donc, comme je vous le disais, c'est un travail qu'on va mener en partenariat avec l'ADEME, côté CEP, avec l'AMU et l'ANAP pour leurs économes de flux en université et dans le domaine de la santé, via le réseau CART. Du coup, c'est l'une des exclusivités de ce webinaire-là, de manière à créer des filières de formation, des conditions aussi qui soient assez intéressantes sur tous les aspects financiers dans le déploiement de ce type de poste-là. Et puis, deuxième aspect, on a à cœur, on n'est pas évalué là-dessus forcément en tant que programme C2E, mais c'est une évaluation qui nous semble quand même couler de source dans les bons indicateurs de suivi macro de la dynamique de la rénovation énergétique du tertiaire public, c'est s'assurer que le passage à l'acte est bien renforcé par rapport à un accompagnement, une visibilité des aides. Donc, c'est vraiment tout cet aspect des économes de flux qui étaient flux techniques, flux énergétiques, mais aussi flux financiers qu'on va faire en sorte de mieux outiller en aidant toujours la valorisation des C2E, la meilleure visibilité, cartographie des subventions, et puis les outils financiers et contractuels qui peuvent accompagner toutes ces réflexions-là. Alors, un focus sur l'appel à projet chaîne, avant de vous parler ensuite sur 2 derniers éléments, et on aura fait le tour d'Acté+, et on pourra passer aux questions-réponses. J'en ai vu une, je les note et on y répond juste après. L'appel à projet chaîne est donc l'outil principal du financement d'Acté+. Ça reste un appel à projet, une ouverture, à peu près 3 mois de candidature, une clôture, un jury qui ensuite désignera les meilleurs lauréats. Les lignes de financement seront proches de celles d'Acté 2, pas totalement identiques. On va rester toujours sur un financement de postes, d'outils, d'études et de maîtrise d'œuvre. Par contre, on va mieux qualifier et quantifier les différents lots. On va renforcer également, c'était déjà très présent grâce à l'ensemble de l'équipe des chargés de mission qui s'est extrêmement bien mobilisée cette année, qui continuera, en renforçant l'équipe également, à vous accompagner dans la construction du dossier, dans l'idée d'optimiser le montage de dossier, voir s'il y a des synergies locales à créer, notamment plus on connaît les candidatures en amont, plus on est capable, vous comme nous, de mettre le dossier sur le meilleur rail qui soit. Ce qui est intéressant, c'est ce côté visibilité que vous avez sur la droite. À la fois, on aura un cahier des charges type qui va être publié au printemps 2023. Ce sera le même à 90%, peut-être qu'on le rechangera un petit peu au début de chaque année, mais à 90%, ce sera le même pour toutes les sessions d'appel à projet. Donc là, on a une visibilité dès le début du programme pour tout le monde. C'est une durée qui permet d'avoir cette organisation côté projet des collectivités. Plusieurs sessions par an, 2 à 4 en l'occurrence, qui permettront effectivement d'avoir une bonne anticipation du montage de dossier grâce à ce calendrier partagé. Mais aussi et surtout, les durées de code de conventionnement iront jusqu'à la fin du programme. Et un point, je me rends compte que j'aurais sans doute dû faire un slide dédié, ce qui est intéressant, c'est que le programme a une durée de 4 ans, donc à partir de janvier 2023 jusqu'à décembre 2026. Donc ça permet effectivement d'avoir, lorsqu'on candidate notamment au début et que le dossier est suffisamment mature évidemment, d'avoir jusqu'à 4 ans pour mener toutes ces actions, donc des financements de postes adaptés évidemment, et toutes ces actions de rénovation énergétique. Encore quelques messages au niveau de l'appel à projet chaîne. Donc, on vous donne tous les éléments qui sont stabilisés à date. Vous comprenez bien qu'on est en train de travailler évidemment en interne sur le cahier des charges. Donc, il y a certains sujets, dont probablement l'un des éléments qui a été évoqué par chat, qui sont encore en train d'être discutés, qui seront validés par notre copil évidemment. Dans les différents éléments à avoir en tête, c'est on va continuer à travailler sur la bonne taille du patrimoine qui est mis dans les différentes candidatures côté Acté, notamment ces questions de la mutualisation ou entre collectivités ou au sein d'une collectivité de taille suffisamment importante. C'est là où on fait voler un petit peu le critère de mutualisation qui est toujours en réflexion. On cherche toujours à favoriser cette approche globale du patrimoine, donc la rénovation pour des gains de facture énergétique, mais la rénovation pour des gains de confort assez importants. Et effectivement, travailler sur certains types de bonus par rapport au territoire, possiblement les DROM, certaines thématiques, on y reviendra évidemment. Dernier élément sur Acté+, avant de continuer sur deux autres éléments à partager avant de prendre vos questions, c'est qu'effectivement, l'analyse des candidatures se fera au regard des résultats qui ont été portés pour ceux qui ont déjà été lauréats Acté 2. Alors, la question de la charte des économes de flux, j'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, de l'avancée des différents projets. On ne sait pas parce qu'on fait un nouveau programme Acté+, qu'on efface tout ce qui a été fait avant. Au contraire, et c'est ce que nous demande notre jury, à savoir est-ce que les objectifs des contrats précédents ont bien été remplis ou pas. Et évidemment, l'analyse du jury se fait en conséquence. Les instructeurs Acté sont là en première ligne pour appuyer le rédactionnel, la qualité des dossiers, quitte à effectivement suggérer de décaler
à une session suivante, le cas échéant, pour optimiser le passage en jury. Le seul juge étant bien le jury, comme on fait d'ailleurs pour les avenants. Même message pour ceux qui ont quelques questions en ce moment sur les dossiers Acte 2. C'est effectivement le jury qui valide les avenants à partir effectivement d'un certain montant de modification. Encore de messages avant de passer la parole aux différentes questions. Alors, un dernier message avant de passer de mes derniers messages. Le calendrier prévisionnel, il ressemblera à ça. Alors, prévisionnel, encore une fois, ça peut varier, décalé d'un mois. Globalement, c'est à peu près c'est une probabilité qui existe, puisqu'effectivement, les conditions internes au respect de ce calendrier, elles sont doubles. D'une part, vous vous doutez que pour créer ce programme, pour l'animer, pour le dynamiser, il faut des gens, tout comme au côté local, il faut des ETP, que ce soit des économes de flux, des CEP dans la rénovation énergétique de manière plus large, ou des postes internes côté collectivité. Donc ça, effectivement, on a déjà, nous, un enjeu en ce moment de consolidation de notre équipe côté Acte 2 et de recrutement des nouveaux ETP pour l'équipe Acte Plus en l'occurrence. Le deuxième élément, c'est qu'on est en train de travailler très fortement. C'était un des gros enjeux sur l'année 2022 et qui continuera encore un petit peu, qui continuera encore début 2023, c'est mettre en place une solution de dépôt, de suivi en ligne des différents dossiers. Ça, c'est gagnant pour tout le monde, pour vous comme pour nous, effectivement. Un petit peu pour ceux qui candidatent aux ZADEM, dans l'esprit de ce qu'a fait l'ADEME, différent forcément, puisqu'on n'a pas tout à fait le même encadrement, les mêmes objectifs dans ce qu'on fait remonter dans la contractualisation. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir la vision sur son dossier, où ça en est en traitement, l'avancée, les échanges entre instructeurs et entre, effectivement, suiveurs, chargés de mission, référents de région, pour les différents avenants, optimisation de dossier que vous avez, pareil au niveau des critères. Et ça, c'est ces deux éléments qui sont extrêmement importants pour nous. Évidemment, avoir les gens qu'il faut pour vous conseiller, accompagner le montage de dossier et leur suivi, évidemment, c'est une charge de travail assez importante, mais aussi avoir une solution facilitée pour que dès le premier appel à projet chaîne, on soit en mesure de vous dire, ben voilà, vous déposez directement sur la solution numérique et donc on ne repart pas sur du Word, du PDF, etc. C'est plus facile pour tout le monde. Le dernier message, avant de prendre la partie questions, d'abord pour résumer ces premiers éléments, qu'effectivement, vous voyez, on est toujours sur les deux jambes d'Acte. On a une jambe sur la partie technique, centre des ressources. Donc, je suis une collectivité, j'ai un besoin d'expertise technique et économique, juridique. Je vais voir le centre de ressources Acte. Donc, j'ai une cellule d'appui, j'ai une bibliothèque, j'ai une animation régionale qui se met en place. Et où j'ai un besoin économique, je vais donc faire appel à des aides actées, ou bien effectivement, j'ai une surface de plancher rassemblant les différents bâtiments qui est supérieure à 10 000 m². À ce moment-là, c'est l'appel à projet chaîne, 2 à 4 sessions par an avec jury associé. Ou bien j'ai un plafond de surface comprise dans le projet inférieur à 10 000 m², où je suis une commune rurale isolée. À ce moment-là, on va dans une approche au fil de l'eau, d'être guichet, via l'approche Genet. Dans les deux cas, et évidemment, un jury, ce n'est pas nous qui prenons la décision. En résumé, Acte, vous le voyez là-dessus, c'est un budget qui est doublé. Donc, on passe de 110 millions d'euros à 220 millions d'euros, ce qui est extrêmement ambitieux sur ces sujets-là et extrêmement dynamisant pour les différentes collectivités. Et puis, effectivement, l'autre élément, c'est qu'on reste toujours sur notre équation, qui est l'équation gagnante. 90% de ces 120 millions d'euros qu'on récupère sont directement reversés aux collectivités. 10% servent au centre des ressources, qui permet du coup d'alimenter toute cette galaxie des outils actés. L'appel à projet chaîne, appel à projet classique, sous forme d'appel à projet, la dynamique Genet, donc appel à aide sous forme guichet, les sous-programmes qui restent les mêmes que ce qu'on a vu précédemment avec une petite évolution. On intégrera l'approche SDIE chez Directeur Immobilier Énergie dans l'appel à projet chaîne. On a Acto, piscine et patinoire, l'UMACT pour la partie éclairage public, FACT pour l'effacement électrique, un nouveau sous-programme sur les bâtiments classés, on a des échanges assez actifs en ce moment avec les ABF. Un sous-programme sur la sobriété, donc à la fois du Cube-École, mais pas que, on en parlera dans quelques semaines. Et puis évidemment, tous les éléments autour de l'appui technique, d'expertise au niveau effectivement des centres des ressources, cellules d'appui et animation régionale. Voilà, vous voyez l'enveloppe financière telle qu'elle est mise à ce niveau-là. Financement direct pour les collectivités, 90%. Fonds qui servent à la réalisation d'outils et d'accompagnement des collectivités, les 10%, vous avez un petit peu le détail en macro, évidemment, du programme. On poursuivra évidemment l'animation régionale avec des animations régionales des réseaux, économes de flux et CEP, l'événementiel type Acte Tour, structuration de la stratégie filière régionale type Corrège notamment, un travail un petit peu plus approfondi et c'est ça qui bouclera, enfin qui sera un des éléments de nos stratégies
dans le bouclage de plans financiers, passage aux travaux avec les filières professionnelles à l'échelle départementale, régionale. Et vous voyez, le planning prévisionnel, on est dans cette partie-là encore. Donc, l'arrêté programme doit paraître aujourd'hui ou lundi au journal officiel. L'appel à financeurs sera lancé dès le lendemain. Il y aura un webinaire dédié qui sera mis en place. On est en train de finaliser le rédactionnel de la convention avec le ministère. On est en train aussi de faire du recrutement d'équipes. Donc, c'est ça, ces éléments-là qui nous permettront de stabiliser définitivement les différents appels à projets et outils financiers. On est déjà en train de travailler au rédactionnel des cahiers des charges des appels à projets sous programme, travail qu'on va finaliser sur le printemps 2023 pour mettre à disposition, ouvrir les différents éléments d'aide qu'on terminera sur l'été 2023 globalement. Voilà, pour quelques éléments de présentation à la fois des bilans d'Acte 2, où on en est, très bons résultats grâce à ce que vous portez au niveau local, le centre des ressources qui est très dynamique avec les 3 publications que je vous ai partagées, la dynamique portée par les réseaux des économes de flux et les travaux qu'on a avec les réseaux type réseau carte. Et effectivement, ensuite, ce qui reste actif dans Acte 2, l'année 2023 est assez forte là-dessus, mais aussi et surtout ce qui sera présent dans Acte+, qui est stabilisé aujourd'hui et ce qui continuera à être travaillé dans les prochaines semaines. Alors, je prends les questions dans l'ordre sur les différents questions que vous avez posté. Alors, le maintien de poste pour les économes de flux, c'est effectivement un vrai sujet qui est toujours, même question, je vois côté, est-ce que on ne finance que lorsque c'est des créations ou pas? Ça, c'est un sujet qui est effectivement central, qui est en débat en ce moment. Pour l'instant, toutes les options sont ouvertes. C'est notre jury, plus que notre copil, qui tranchera sur les propositions qu'on leur fera. Et ça, c'est un des points dont on vous informera le plus tôt possible. Si on peut effectivement accompagner la stabilisation et la continuité des postes sous réserve de certaines conditions, ou si on reste concentré uniquement sur la question de la création. Le budget de 120 millions d'euros, on est bien sur 4 ans. Donc, c'est un point qu'on a réussi à négocier avec la DGEC et le ministère et la ministre et son cabinet, puisqu'effectivement, c'est plutôt des programmes C2E sont précisément sur 3 ans. Et là, on a gagné 1 an avec l'argument notamment de réussir à financer l'approche sur du long terme, notamment en termes de postes. Les projets qui sont financés dans le cadre d'Acte, question sur le centre sportif notamment, c'est tous les bâtiments tertiaires publics. Les centres sportifs sont donc inclus dans cette définition du tertiaire public au niveau du ministère. Donc, il y aura bien financement des centres sportifs, alors, toujours côté études, côté poste, côté métrologie, maîtrise d'œuvre, encore une fois, on ne finance pas les travaux. Je le rappelle, dans Acte, on aide à la connaissance de son patrimoine, la quantification des actions pour passer aux travaux derrière, pour passer à l'acte en l'occurrence. Mais c'est financé comme les écoles, comme les mairies, comme les centres techniques, etc., etc. Merci Julien, ouais, c'est l'info que j'avais pas eue. L'arrêté programme est bien paru ce jour, c'est parfait. J'ai la confirmation tard hier soir, mais je l'ai pas consulté le JO aujourd'hui. Donc du coup, effectivement, dès lundi, par le mail d'invitation au comité des financeurs, à Syrah, je te laisserai procéder. Alors, sur les extensions de bâtiments, non, puisqu'on est bien sur des bâtiments existants qui font l'objet de rénovation, de réhabilitation, et non pas la création, la construction de bâtiments neufs en l'occurrence. Donc, c'est vraiment, on est sur des bâtiments existants qui font l'objet d'actions d'efficacité énergétique. Il est possible d'être à la fois lauréat Acte 2, d'avoir été lauréat Acte 1 et de redevenir lauréat Acte+, ou à minima de candidater en tant que potentiel nouveau lauréat. Comme je vous le disais, l'analyse du jury, l'analyse des instructeurs d'abord, et l'analyse du jury et surtout le choix du jury ensuite, se fera par rapport à ce qui a été réellement porté, les réussites qui ont été portées au niveau effectivement des programmes lesquels vous avez été lauréat, pour s'assurer globalement qu'on a des lauréats qui sont déjà engagés, qui ont avancé, peut-être qui ont eu certains retards explicables, encore une fois, ça s'entend tout à fait, c'est la dynamique d'échange d'avenant qu'on peut avoir avec certains d'entre vous, mais en tout cas qui ont fait preuve de sérieux dans l'approche des différents éléments. Les postes d'économes de flux, c'est pas forcément un par collectivité qui candidate ou groupement de collectivités, c'est le nombre qui vous paraît le plus adapté au vu des enjeux de votre territoire. Donc oui, il est possible, si vous démontrez que c'est évidemment justifié, de financer plusieurs postes d'économes de flux. On sera toujours attaché à un double critère, disons. Un critère qui est de s'assurer qu'il y a déjà ou pas des postes de CEP et s'assurer qu'il y a une bonne articulation entre les différents postes, le cas échéant. C'est un point sur lequel l'ADEME est très vigilante et c'est tout à fait normal. Et un deuxième critère qui est de s'assurer que la quantification du nombre de postes économes de flux est en rapport avec tout ce que vous voulez faire. Donc, le nombre de bâtiments, par exemple, une dynamique autour de la recherche de financement, la mise en place de groupements d'achat, des dynamiques un petit peu plus larges à ce niveau-là.
Pour les dossiers schéma acté qui n'ont pas été financés en 2022, puisque effectivement, dans nos sous-programmes toujours actifs, je vous ai parlé d'Acto, je vous ai parlé d'EFAC, de l'UMAC, également de Cube et de la dynamique qu'on porte plus globalement à ce niveau-là. Je ne vous ai pas parlé de schéma acté, puisqu'effectivement, schéma acté, on a engagé la totalité de l'enveloppe. C'est une enveloppe supplémentaire qu'on avait réussi à négocier. Et effectivement, du coup, on n'est pas en capacité d'accepter de nouveaux dossiers depuis déjà une petite semaine à ce niveau-là. En revanche, cette approche de schéma directeur immobilier énergie, elle reste importante pour nous. On souhaite l'encourager. Elle sera donc incluse dans l'enveloppe chaîne, en l'occurrence avec le premier appel à projet qui sortira aux alentours de mars de l'année prochaine et donc qui seront bien inclus dans cette approche-là. Si vous n'êtes pas prêt en mars-avril pour la première session de l'appel à projet chaîne, une question de Delphine Gravel, il y aura bien effectivement plusieurs sessions en 2023. Donc, il y a un double enjeu. Lorsque le cahier des charges paraîtra, en mars-avril à peu près, vous allez le regarder, vous allez voir si vous avez un projet qui est éligible, qui fait sens. Vous allez commencer par contacter votre référent régional de manière à ce qu'on puisse tout de suite vous apporter un regard d'expert. Ou bien vous êtes suffisamment mûr, le projet il est stabilisé, il y a déjà pas mal de choses qui permettent de rentrer dans les cases du programme, évidemment, du cahier des charges, mais évidemment un dîner que vous souhaitez porter. Ou bien, effectivement, ce n'est pas forcément temps de candidater, et donc l'instructeur travaillera avec vous pour créer un dossier plus complet, plus optimisé pour la prochaine session. Donc, il y aura bien plusieurs sessions en 2023, en 2024 et en 2025. Alors, une question en dehors des cibles des hors collectivités, donc celle qui était ciblée sur charme sanitaire et médico-social. Ça, c'est un point qui est encore en discussion. Donc, a priori, on n'ira pas sur la partie hôpital, pour le coup. En revanche, sur la partie sanitaire médico-sociale, notamment via les bâtiments qui sont directement à la main des collectivités, je pense à des EHPAD municipaux ou autres, ça restera bien éligible dans l'approche qu'on a au niveau d'ACT. En revanche, effectivement, sur d'autres territoires, c'est possible qu'on travaille avec l'ANAP, en particulier pour certains sujets, les ARS les plus dynamiques qui souhaitent aussi abonder sur la mise en place de postes aussi. Donc, c'est un sujet qui reste encore en suspens et en réflexion assez forte, hormis pour la partie hôpital qu'on sort effectivement d'acté. Financement pour les missions de commissionnement, ça on y reviendra une fois qu'on aura le cahier des charges. En tout cas, on a toujours aidé la mise en place, réflexion autour des CPE, commissionnement étant pas très loin dans l'approche performantielle aussi. A priori, on va dans cette direction-là, mais ça, ce sera vraiment confirmé dans le cahier des charges. Pareil pour la réflexion autour des dispositifs, Christophe Calvarin, d'intracting à ces niveaux-là. Évidemment, sur les sujets d'intracting, on est en étroite collaboration avec la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, précisément, face à filiale dédiée aux collectivités, pour s'assurer qu'ils ne le financent pas déjà, de manière à ce qu'on s'assure à être toujours complémentaire des financements existants, et ne pas en créer des nouveaux. Est-ce que chaque convention signée pour Acté Plus sera sur une durée de 4 ans? Eh bien, ça dépend du moment où vous candidatez et le jury répond. Mars, à peu près mars-avril, lancement de l'appel à projet Acté. Juin pour sa clôture. Début juillet, à peu près, courant juillet, pour la réponse du jury. Donc, conventionnement à partir de là. Donc, vous avez 3 ans et demi pour réaliser les actions. Si vous candidatez à l'appel à projet de mars de l'année suivante, 2024, ça vous laissera 2 ans et demi et ainsi de suite. Donc, plus vous passez tôt, plus vous avez une durée de conventionnement qui est longue sur la durée de notre programme. Donc, tout s'arrête au 31 décembre 2026. Mais si tant est que votre projet est suffisamment mature, encore une fois, et c'est l'un des intérêts des conseils précis, localisés et bilatéraux que vous avez avec le chargé de mission Acté. La prise en charge des audits énergétiques sur les montants de financement en particulier, ça c'est dans le travail qu'on fait sur le cahier des charges. Donc, ils continueront à être pris en charge. Par contre, à quel niveau et sous quelles conditions, ce sera précisé dans le cahier des charges. Et c'est le travail qu'on fait depuis déjà 2 mois avec l'ensemble de l'équipe existante et qu'on renforcera pour vous sortir le cahier des charges le plus optimisé possible. Alors, pour l'éclairage public, je vais vous renvoyer, je ne sais pas si Guillaume Lebris est connecté, sur le cahier des charges existant de l'UMACT, ou sinon Magali ou Pierrick, si vous pouvez l'envoyer dans le chat, Catherine Le Tual, de manière à vous donner les éléments avec le tableau adapté pour ce qui est existant aujourd'hui et ce qui ressemblera a priori à ce qu'on mettra au niveau d'Acté+. GTB, GTC, c'est une question intéressante de Fabien Descartes que je salue amicalement évidemment, qui ne nous oublie pas depuis l'Occitanie. J'ai bien noté également la question de bonus, Fabien, merci. GTB, GTC, c'est une bonne question. C'est effectivement des outils qui sont très importants pour la bonne maîtrise des consommations énergétiques,
Pour le moment, le choix de notre COPIL, c'est pas forcément un choix qu'on avait poussé en ce sens, mais on applique les directives du COPIL, et de ne pas financer les GTB-GTC. Donc, dans Acte 2, c'était le cas, pour ceux qui sont passés à partir d'une certaine date notamment. Pour Acte Plus, la question sera reposée à notre COPIL et on verra ce qui sera tranché. Il y a bien une décorrélation entre une candidature à Acte Plus et au sous-programme comme Acto. Oui, effectivement, il y a pas que décorrélation totale, puisqu'on reste quand même dans la dynamique actée de manière globale. Donc, si jamais vous avez des bâtiments autres que des piscines, et on va vous inciter à aller plutôt sur du Acte Plus, question de Delphine Gravel. Mais effectivement, vous pouvez candidater à des sous-programmes type Acto, en parallèle de la dynamique portée par chaîne sur l'appel à projet dans Acte Plus. Pour les ALEC, on est pour l'instant toujours, Jérémy Locke, sur l'approche qui est portée par notre COPIL. Ça aussi, ça fait partie des sujets qu'on verra, à savoir que les ALEC peuvent être lauréats d'acté, mais il avait été décidé côté COPIL et par le ministère notamment que seules les collectivités pouvaient porter directement être chef de file coordinateur. Ce sujet-là, c'est dans les sujets effectivement qu'on réexaminera et qu'on met en avant. Toutes vos questions, elles sont enregistrées parce qu'il y en a certaines on en a anticipé pas mal d'entre elles, mais c'est dans les sujets qui sont intéressants à retravailler. Donc, on enregistre tous ces éléments-là. Oui, alors pour les lauréats Acte 2, le programme est prolongé jusqu'à juin. Alors c'est Acte 2, c'est quoi? Il y a un précisément, si je ne m'abuse, par rapport à votre question à Arnaud-Marie. Il est effectivement tout à fait possible de candidater à Acte Plus dès mars 2023, même si on va regarder où vous en êtes d'Acte 2 par rapport aux différents appels à projets dont vous êtes lauréat. L'idée n'est pas, et c'est il y a une vigilance extrêmement forte de la part des instructeurs et aussi de notre jury, puisqu'on est courant de transmission de notre jury là-dessus, de dire bon, bah, c'est pas grave, Acte 2, j'aurai pas le temps de terminer mon projet. Par contre, je vais candidater dès maintenant pour Acte Plus pour avoir 4 ans de visibilité. Ça passera pas au niveau du jury, même des instructeurs. Les sous-programmes ne sont pas accessibles via des AAP. Ils sont. Alors, d'accord, votre remarque est bonne. En fait, pour l'UMACT, on sera toujours sur une approche d'AAP au sein d'un sous-programme. Pour les autres, on sera sur une dynamique d'aide guichet, en l'occurrence. Pour les financements de postes, notamment d'alternants, a priori, ça restera le cas, mais on va finaliser ce point-là, la question de Mélène Mauplu. Cahier des charges ont publié, Jérôme Lecoq, je l'ai dit avant, sur début d'année pour une ouverture d'appel à projet mars-avril. Donc, c'est à peu près sous cette rétro-planning qu'on a mis en place. Pour les taux de financement, les plafonds par membre, par groupement, ça, c'est dans le cahier des charges. Donc, je réserve ma réponse à la sortie du cahier des charges. C'est très probable qu'on reste aux alentours du 50%, qui montre un passage à l'acte assez intéressant. La MOE sera très retravaillée dans la question des 30%, la manière d'exercer ces éléments-là. Ça, c'est dans les sujets qu'on retravaillera plus particulièrement pour les rendre plus lisibles et plus fiables à ce niveau-là. Mais on va tourner aux alentours du 50%, mais ce sera vraiment finalisé. Je ne prends aucun engagement aujourd'hui dans la publication du cahier des charges. Sur la question de la mutualisation, Emmanuel Dabon, est-ce qu'il faut qu'on reste sur un groupement obligatoire de collectivités / partenaires, comme les ALEC, ou est-ce qu'une seule collectivité peut répondre? Donc, une commune rurale isolée peut répondre, ou bien une collectivité qui a un patrimoine mis dans la candidature inférieur à 10 000 m² pourra répondre, c'est l'évolution avec l'approche donnée, en individuel et avec une logique d'aide guichet. Des collectivités mutualisées, ou bien potentiellement une collectivité unique avec une certaine taille de patrimoine, et ça c'est un critère qu'on est en train de déterminer, pourra répondre à l'appel à projet chaîne. Ça, c'est un point qui est vraiment central, c'est introduire un tout petit peu de souplesse dans cette mutualisation, dès lors qu'on a des acteurs avec un patrimoine suffisamment important pour éviter des mariages forcés. Ce n'est pas forcément notre objectif. On s'appuie avant tout sur ce que vous pouvez rencontrer au niveau local, mais s'assurer qu'effectivement, on ait un projet qui soit cohérent au niveau global. Pierrick vous a remis du coup le lien vers le sous-programme LUMACT par rapport à la question qui m'était posée, notamment sur les différents taux d'encadrement en programme, etc. Et après, on reste toujours dans les groupements et mutualisation de collectivités, Delphine, sur tout type de collectivités qui sont effectivement adaptées à votre échelle projet. Donc, si effectivement c'est l'alliance de tel ou tel type de collectivité que ça paraît cohérent ou autre, effectivement, on fera en sorte de considérer que c'est cohérent à ce niveau-là. Donc, on va retravailler en fait pour aller plus loin, Delphine, par rapport à votre question, les types de mailles qui sont des mailles qui sont peut-être pas forcément nécessaires dans la mutualisation forcée puisqu'elles sont déjà par défaut des mutualisations en tant que telles.
d'échelle, notamment l'exemple que vous mentionnez, même réflexion sur le syndicat d'énergie, mais on garde quand même cette volonté de rassembler un certain nombre de mètres carrés importants, un certain nombre de bâtiments suffisamment importants aussi pour conserver l'effet d'échelle de la mutualisation sans les contraintes administratives quand elles sont trop fortes, évidemment. Même remarque, Vanina, Rémi, par rapport au syndicat, par rapport à la question de Delphine. Aline, sur les communes isolées, c'est bien isolé. Alors, c'est un double critère géographiquement et en termes d'ingénierie. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'outil de mutualisation, de type syndicat d'énergie qui a pris la compétence, encore une fois, de type ALEC, de type AGLO, Interco, etc., qui n'a pas un portage d'un économe de flux, qui n'a pas un portage de dynamique autour de la rénovation énergétique, à ce moment-là, les communes seront bien, directement éligibles. Donc, on est bien non pas sur toutes les communes de France rurales à partir d'un certain seuil de population ou d'autres critères, mais bien sur les communes qui n'ont pas de facilitateur à proximité. Cécile, même remarque que Cécile Pourraz, que Vanina, que la question effectivement d'Aline. La question de la mutualisation, en effet, c'est ce type de mail-là sur lequel on réfléchit en disant est-ce qu'on n'a pas déjà une mutualisation de fait qui n'est peut-être pas nécessaire de faire des contractualisations assez suffisamment étendues, dès lors qu'on a suffisamment et de mètres carrés et de bâtiments, encore une fois. Aurélie Rossignol sur la thématique des CEP, et bien ça c'est typiquement un sujet qu'on discute fortement avec l'ADEME et avec le réseau CARP, parce qu'au-delà des CEP, on a la même approche sur le côté économe de flux de l'AMU Université et l'ANAP côté santé, pour qu'on ait des groupes de travail qui soient transverses en dehors des groupes de travail propres au réseau des économes de flux, sachant bien évidemment qu'après les publications réseau économe de flux sont disponibles pour tout le monde via notre site internet. Les présentations sera évidemment, tout comme l'enregistrement, c'est Assira qui s'en assurera à la fin de cette présentation, disponible sur notre site internet pour que vous puissiez revoir les différents éléments. Julien, sur l'évolution de la gouvernance du comité de pilotage, c'est un sujet qui est en cours de réflexion assez fort auprès de nos élus. On a eu dernièrement un conseil d'administration mardi dernier, donc on est vraiment en plein dans cette dynamique-là, qui permet effectivement de voir les conditions, les ouvertures, les éléments qui seraient mis en place, notamment avec un travail très resserré du côté de l'AMF, l'Association des maires de France. Dans tous les cas, c'est un sujet de gouvernance, de structuration qui n'a aucun impact dans la manière de fonctionner au niveau du programme. On reste bien sur un programme porté par la FNCCR, en faisant en sorte après d'avoir une visibilité sur l'ensemble des collectivités, associations de collectivités qui sont intéressées au sujet. J'ai l'impression qu'il y a eu un bombardement de questions. Je crois que ça se calme. Merci. Chargé d'opération, Arnaud, je veux bien que vous définissiez ce que vous entendez par chargé d'opération. C'est les conducteurs de travaux ou c'est autre chose? Je vous laisse mettre en chat. Je vais répondre à Laurent, du coup, Chanus, au côté Aura 2E. Sur le côté sous-programme sobriété, donc concrètement, Laurent, on met Cube École dedans. Et on a d'autres idées de cubes élargis au bâtiment des collectivités. Donc, on est en train de travailler depuis 2 mois maintenant avec le CRMA et l'IFPEB. On commence à converger sur une version assez intéressante. Ça, ce sera le deuxième axe en plus de Cube École. Et un troisième axe pour recenser la dynamique de sobriété. On est vraiment intéressé à travailler sur l'enveloppe, les murs, les plafonds, les doubles vitrages, parce que j'ai un vitre qui est ici, tous les éléments qui permettent de favoriser l'efficacité énergétique. Pareil, GTC, pareil en tout cas sur le bon pilotage, des différents éléments internes au niveau de l'approche rénovation énergétique et maîtrise de l'énergie. On est intéressé aussi à rentrer dans le bâtiment, d'autant plus dans le contexte actuel de sobriété, les 10-15% qui nous sont demandés en baisse énergétique. Donc, on aura sans doute un programme de sensibilisation autour de la sobriété, mais celui-là n'est pas encore finalisé. C'est le seul point qui n'est pas tout à fait finalisé, pour être franc avec vous, en dehors de cahier des charges, mais dans la partie convention. Donc oui, Cube École continuera bien, absolument, Cécile, merci pour ton remerciement et pour la question sur Cube École, continuera bien effectivement sur les prochaines années scolaires. Type conducteur de travaux, Arnaud, je prends la suggestion, on la met dans la réflexion globale. C'est un petit peu tôt pour répondre à cette question-là, donc je la mets dans la suggestion. Daniel Beauté rappelle qu'effectivement, il y a un événement Cube, de manière plus globale, qui est fait le 12 décembre avec nos collègues du CEREMA et de l'IFPEB,
J'invite Pierrick peut-être ou Assira à envoyer dans le chat le lien d'inscription. L'événement en 2 mots, ça se passe donc mardi après-midi prochain. Vous êtes invités, y compris avec des scolaires si vous souhaitez les associer à cet événement-là, pour un événement de remise de prix des différents concours CUP qui ont eu lieu sur l'année écoulée. Ça se passera à l'Arena à Paris, donc du côté de la Défense, avec une partie du coup de remise de prix, une partie de stand, une partie de quelques jeux et dynamiques d'échange qui seront présents tout l'après-midi. Donc 12 décembre après-midi, Cube Arena, accès libre. Il faut juste bien penser qu'il y aura des contrôles de sécurité, l'Arena est assez stricte à ce propos, à s'inscrire et vous pouvez venir aussi avec des scolaires, n'hésitez pas. Et pour la question des formations, on est plutôt sur une dynamique de formation au Sylvestre à Bicou qui sont situées principalement à Paris. On réfléchira, mais ça c'est beaucoup lié évidemment au renforcement de l'équipe, à réussir à régionaliser une partie de ces formations-là, voire éventuellement, si telle est votre question Sylvestre, s'il y a suffisamment de personnes dans une collectivité ou qu'on agrège d'autres collectivités à proximité, à créer effectivement une journée de formation spécifique. C'est ce qu'on fait avec la casquette FNCCR dans un autre cadre, mais c'est ce qu'on va essayer de faire aussi dans la casquette actée, sous réserve évidemment qu'on ait suffisamment de TP. Dernière question, Emmanuel Dabon, sur le fonds vert. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va apparemment pouvoir compléter la DSIL pour financer les travaux? C'est effectivement comme ça que c'est affiché. Et hier soir encore, j'avais un petit point avec le cabinet sur ce sujet-là. Par contre, la manière dont ça va se traduire de manière pratique, c'est encore un petit peu, c'est assez flou. On a eu un communiqué du ministère qui est sorti il y a une semaine à peu près à ce propos, qui reste sur des approches très généralistes en disant exactement ce que vous dites. Il y a rien de plus quasiment qui est mis en place en disant ça devrait compléter la DSIL, sachant que la DSIL, dans l'instruction qui est partie au préfet il y a un mois à peu près, on avait participé à la rédaction, on avait été associés. Elle est bien ciblée sur la rénovation énergétique et la place d'acté, un chiffre que j'aurais pu vous citer aussi, c'est que tous les 2/3 des bâtiments qui ont été éligibles à la DSIL étaient lauréats d'acté. Et les DDT sont très friands des lauréats d'acté qui permettent effectivement d'avoir des projets très structurés. Je sais qu'il y a des dynamiques de réflexion au niveau de certains syndicats ou d'interco ou de conseils départementaux, de partenariats encore pour privilégier la DSIL sur ce type d'action-là. Et ça fonctionne très bien. Maintenant, donc, pour répondre, Emmanuel, je suis désolé, je vais faire une réponse qui n'est pas claire parce qu'effectivement, ça n'est pas clair, la manière dont ça va pouvoir financer les travaux. Le fonds vert, l'origine du fonds vert en tant que tel lui-même n'est pas très claire. On a du mal à voir si c'est la réutilisation de crédit, s'il y a vraiment une augmentation. C'est un petit peu flou. Donc, dès qu'on a des infos, on le mettra ou dans la newsletter ou avec un flash info spécifique parce que c'est vrai que c'est un point vraiment important. Écoutez, on arrive au bout de ce webinaire-là. Donc, comme je vous le disais, on est effectivement, vous aurez les supports de ce webinaire-là en accès direct au niveau de notre site internet, donc à la fois le support, à la fois effectivement l'enregistrement de ce webinaire-là. On reste à votre disposition pour toute question que vous pouvez avoir. Je ne me suis pas présenté d'ailleurs, je suis Guillaume Perrin, je suis coordinateur du programme Acté au niveau national, mais aussi et surtout, je ne suis pas seul. Il y a une quinzaine de personnes qui travaillent sur tous les sous-programmes, sur tous les appels à projets qui sont présents à ces niveaux-là et vont continuer à avancer dans cet accompagnement au niveau des collectivités, de vos projets, dans une approche globale de rénovation énergétique. Pouvons réfléchir à la partie ENR. C'est la dernière question que je prends là-dessus, Arnaud, pour effectivement avoir cette approche globale de la rénovation énergétique pour la baisse de la facture énergétique, mais dans la gestion globale d'un bâtiment également. Ravi de vous avoir eu pendant cette heure dédiée à cet échange-là. Merci à vous au niveau territoire. Merci à évidemment l'équipe pour l'implication qu'elle a au niveau du programme Acté. Et on se réjouit de vous retrouver dans nos différents événements, via notre site internet, notre cellule de soutien, nos différentes aides, et pour continuer ensemble la dynamique déjà bien avancée des programmes Acté avec Acté+, début d'année prochaine. Très bonne journée à tous, bon week-end par avance, et à très bientôt. Merci.